ce nouveau vlog. Voilà, donc ça y est, je vais couper les cheveux. Voilà, ça fait du bien, ils en avaient besoin. Voilà, voilà. Donc, du coup, je vous avais laissé en vous disant que j'avais entamé les voies d'Anubis. Donc, voilà, j'ai poursuivi un tout petit peu. Un tout petit peu. Hein. Je suis page 304. Voilà. Alors, je vous disais dans la fin de mon dernier vlog que c'était mitigé au niveau de lecture. Alors, c'est pas que je n'aime pas, c'est simplement que c'est une lecture hyper exigeante. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dedans, faut vraiment être dedans. Et quand j'étais toute seule pendant le week-end, le samedi, ça allait. Mais à partir du moment où ma fille est rentrée, ou mon homme est là quand il regarde la télé, ou enfin voilà, quand je suis occupée un peu comme ça peut arriver, je suis plus dedans, je décroche complètement. Mais vraiment, ouais, c'est une lecture très exigeante, je trouve. Et ça me demande de la concentration. Et du coup, j'ai un peu de mal à être dedans, donc je vais peut-être essayer de me remettre ce week-end si j'ai un petit peu de temps. Après, j'ai mes beaux enfants, ma fille qui sont là, mais on verra bien. Voilà, voilà. C'est pas inintéressant, loin de là. Mais voilà, c'est très exigeant, je trouve. Après, je suis pas très habituée à lire, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de science-fiction, enfin science-fiction. C'est pas le genre de lecture que je fais couramment, donc je pense que c'est aussi ça. Donc du coup, lecture moins exigeante, j'ai entamé L'ombre de la baleine de Camilla Greb au livre de poche. Alors, on suit plusieurs personnages. On suit Manfred qui est commissaire, enfin en tout cas il travaille dans la police, qui est marié avec Afsané, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Ensemble, ils ont une petite fille qui s'appelle Nadia. Lui de son côté, il a été marié une première fois, il a eu 3 enfants avec son ex-femme. Voilà, et Afsané est quand même beaucoup plus jeune que lui. Et un jour, je crois qu'elle est au travail et c'est lui qui s'occupe de la petite. Et, euh, et en fait, bah, il va se passer un événement. Voilà, un événement assez, assez dramatique. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. J'ai peur de vous spoiler un peu. En parallèle de ça, on suit Samuel, qui est un jeune garçon de 18 ans, qui a lâché l'école, qui est malheureusement tombe dans les travers de l'argent facile, puisqu'il commet des délits, des vols avec son ami Liam. Mais ben, on va dire que Samuel en veut toujours plus. Donc il se lance dans le trafic de cocaïne. Voilà. Alors au début il se contentait un peu de l'herbe, machin et tout, mais non. Cocaïne ça rapporte plus. Voilà, sauf que il aurait pas dû se lancer là-dedans, hein, puisque il a affaire à enfin, le grand boss là, il s'appelle Igor. Et c'est pas le mec le plus sympa de la planète quoi. Hein. Voilà. Samuel, c'est le fils de Pernilla, je sais pas comment ça se dit, euh, qu'elle a eu quand elle avait 18 ans. Le papa n'est pas resté avec elle. Euh, c'est la fille d'un pasteur et il l'a toujours élevée dans les principes de Dieu. Donc en fait, sa vie est très régie par. Elle a une congrégation où on parle de Jésus tout le temps, de la religion, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Euh, Sa mère, à elle, à Pernilla, est partie quand elle avait 9 ans, je crois. Et, euh, et donc du coup, elle a toujours vécu avec son père. Voilà, sauf qu'à un moment donné, ben, Samuel va... alors, nous on le suit dans l'histoire, hein, mais elle va le foutre à la porte, puisqu'elle va découvrir des sachets de cocaïne. Et elle peut pas laisser passer ça, hein, donc voilà. Elle le met dehors, et puis elle se force à ne pas prendre de nouvelles. Lui, bah, pendant ce temps-là, il se retrouve un petit peu pris au dépourvu. Il s'enfuit pour pas être retrouvé par le fameux Igor. Et il va atterrir
pour s'occuper d'un enfant handicapé. Bon, je vous dis pas comment ça arrive ni rien. À côté de ça, donc on retrouve Manfred qui, après l'événement dramatique, reprend son travail et, et il va être chargé d'une enquête dans laquelle il y a deux hommes, enfin, deux jeunes garçons qui sont retrouvés ligotés avec une chaîne dans la mer, enfin vraiment emballés comme un sac quoi. Voilà, et donc ils vont mener l'enquête là-dessus. Donc voilà, donc j'essaye de pas trop vous spoiler. J'aime beaucoup ce que je dis, ça se lit, c'est hyper fluide. Hein. Voilà, donc ça se lit tout seul. Je l'ai entamé. Je l'ai entamé hier. Ouais, c'est ça, hier, fin d'après-midi. Enfin, début de soirée, quoi. Et j'en suis déjà passé en 76. Sachant que aujourd'hui j'ai travaillé le matin. J'ai mangé avec ma collègue Julia. Et puis, eh ben, j'ai fait une sieste tantôt. Ouais, une demi-heure, trois quarts d'heure. Voilà, parce que j'avais une migraine. Et il fallait que je fasse une sieste. Et ça m'a fait du bien. Parce que je me suis réveillée. Elle était en sourdine. Là, je l'ai plus. Espérant qu'elle ne revienne pas. Parce que c'est souvent comme ça. Voilà, donc j'ai réussi à bien avancer puisque j'avais lu une soixantaine de pages, je crois, hier. Parce qu'il y avait The Resident à la télé, j'aime bien. Donc j'ai regardé ça. Mais voilà quoi. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Bref. Donc voilà, donc ben, pour l'instant j'en suis là, j'aime bien ce que je lis. Donc il y a au début du livre, quand Manfred y repart pour travailler, on va retrouver sa collègue Méline, je sais pas comment ça se dit. Je dis Maline moi dans ma tête, mais voilà. Et ils font référence, je pense, au tome d'avant. Donc je pense au journal de ma disparition, je crois. Je crois que c'est celui-là. De ce qui se serait passé. Donc moi, en fait, ça tient sur une page et demie. Deux, trois événements qui sont passés et je les ai lus en diagonale pour pas me spoiler. En gros. Voilà. Bref. Donc ça ne m'empêchera pas de lire les autres livres, ça me spoilera pas puisque j'ai pas prêté plus attention que ça. En fait, j'ai fait. Cerveau, tu déconnectes dans ce temps-là et puis tu passes. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, pour l'instant, voilà, c'est très bien. Je vais lire encore un petit peu parce qu'il est déjà 10h passé, 10h15. Donc, voilà. Hein. Et après, je vais aller me coucher. Hein. Et puis demain, c'est le boulot, pardon. Oh, désolé, je suis claquée. Voilà. Mais bon. Donc du coup, ben, je vous dis très très vite pour la suite de la vidéo. Enfin, tout de suite pour vous, plus tard pour moi. Alors on se retrouve, on est dimanche 12 mars. Ouais, ça doit être ça. Donc j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Alors, j'ai terminé L'ombre de la baleine de Camille Agrèbe, donc au livre de poche. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Camille Agrèbe, elle a une plume qui nous emporte très vite. Hein. C'est super addictif. Donc on est, je sais plus si je vous ai fait le pitch, avec trois personnes. Si je crois que je vous l'ai fait. Manfred qui est policier, dont la fille ne va pas bien. On a Samuel qui est un ado à qui il arrive pas mal de problèmes puisqu'il rentre dans du trafic de drogue avec pas des bonnes personnes. Hein, mais voilà, il sait pas quoi faire de sa vie. Il a été élevé par la troisième personne, donc Pernia, sa mère. Il n'a jamais eu de père, donc elle sait très bien qui c'est, hein, mais voilà, et elle a été élevée par un père pasteur. La mère est partie quand elle avait 9 ou 10 ans, je crois, et elle ne l'a jamais revue, entre guillemets. Hein. Voilà.
Bref, donc du coup, on se retrouve avec ça. Manfred est appelé parce qu'on a retrouvé des corps roulés dans une espèce de bâche drap, enchaînés, enfin bref, tout ça dans la mer. Voilà, donc je peux pas vous en dire de trop, hein, parce que sinon je vous spoil tout le roman et ça n'a aucun intérêt. En tout cas, j'étais très contente de découvrir celui-là et j'ai très très hâte de découvrir les autres romans de l'autrice. Franchement, parce que j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré cette histoire. Ensuite, j'ai lu Mississippi au-delà des couleurs de Jean-Luc Conessa. Donc en fait, c'est une nouvelle, hein, qui est extrêmement rapide à lire. En gros, il y a 85 pages. La nouvelle en fait un petit peu moins, mais il est question ici de Isaac, un jeune esclave noir, donc dans les années 1800, je crois que c'est 59, 1859 que se passe cette histoire, donc aux États-Unis. Vous savez que les esclaves, c'était pas terrible pour eux, les pauvres. Donc lui, il fait partie d'une famille où sa maman et son papa d'ailleurs se sont entre guillemets mis esclaves, enfin c'est des esclaves libres, puisqu'ils n'ont pas de chaîne en fait autour de leurs pieds ou de leurs mains, mais ils doivent travailler pour la même famille pour 25 ans, 20-25 ans je crois. Sauf qu'il y a des choses qui vont pas forcément bien se passer. Isaac va s'enfuir et il va trouver refuge chez Miss Adélaïde, une vieille dame aveugle. Donc elle, mais de toute façon c'est une dame très tolérante, très gentille, pour qui la couleur de peau ne compte pas. De toute façon elle est aveugle de naissance. Donc elle, ce qui lui importe c'est le cœur des gens. La couleur elle s'en cogne complètement. Et elle a tout à fait raison, cette brave dame. Et même si c'est très court, il y a plein d'émotions qui passent dans ce roman, donc cette nouvelle, il faut savoir qu'il y a une grosse part de fantastique dedans. Mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu. De toute façon, la plume de Jean-Luc, pardon, elle est juste, voilà. Hein, je ne saurais trop que vous conseiller de découvrir cet auteur que j'aime beaucoup. Lui et sa femme sont adorables. C'est vraiment des personnes très bienveillantes, très gentilles, très, enfin voilà quoi, qui méritent d'être connues. Et ouais, j'adore tout ce qu'écrit Jean-Luc. Donc, de toute façon, mon livre est dédicacé puisqu'il me l'avait envoyé. Et je ne dis pas ça parce que voilà, parce que c'est un auteur qui m'a fait parvenir quelques-uns de ses romans. C'est vraiment des personnes que j'aime beaucoup. Donc voilà, je peux que vous conseiller d'aller retrouver tous ses écrits parce que franchement, voilà, c'est juste génialissime. Et je vous embrasse Jean-Luc et Christine aussi. Voilà, soit dit en passant. Ensuite, j'ai terminé Les Voix d'Anubis. Alors, je vous avais dit que mon ressenti était mitigé. Ça reste le cas. Donc, on est avec Brendan Doyle qui a été appelé pour faire une espèce de conférence à Londres par un homme extrêmement riche qui a déjà un âge très avancé. Au final, il va lui annoncer qu'ils vont aller voir une conférence, mais pas du tout là où il pensait, en 1810. Voilà, donc on est en 1983 au moment où l'action débute. Et on va se retrouver en 1810 grâce à une brèche temporelle. Donc il y en a plusieurs qui se produisent et tout ça. Et en fait, il va se retrouver au milieu du peuple romanichel, enfin du peuple rom, ou Zigan, comme vous voulez, avec un docteur, donc le docteur Romanelli, ou Romani, hein, voilà, hein, puisqu'il a un cas qui s'appelle Romani. Alors un cas, j'ai attendu longtemps pour savoir ce que c'était, hein, parce que ça s'est pas dit tout de suite, en fait. C'est un petit peu ça qui m'a manqué, c'est qu'il y avait certains éléments qui étaient expliqués, mais bien plus tard. Et voilà. Bref. Donc, c'est hyper confus parce que voilà, ça va être compliqué de vous expliquer. Donc Doyle se retrouve dans cette brèche temporelle. Ils sont censés ne rester que le temps de la conférence et revenir, puisqu'en fait, le richissime homme d'affaires a vendu ce voyage temporel à d'autres personnes, donc des philosophes, écrivains, tout ça. Et un coup de millions, hein, bien évidemment. Et voilà. Et puis après, ils les ramènent chez eux. Sauf que va se passer un événement, c'est que Brendan va être enlevé. Donc ne va pas reprendre cette fameuse brèche temporelle.
Et donc voilà, et donc toute l'histoire va commencer là, donc lui va se retrouver tout seul, il va bien falloir qu'il se débrouille pour manger, hein, voilà, donc il va se retrouver au milieu des mendiants. Donc il va y avoir un clown qui s'appelle Orabin, Orabine, enfin moi je dis Orabin, hein, bref, qui va lui proposer du travail, puisqu'il fait des spectacles de marionnettes, mais c'est pas le mec hyper sympa quand même, hein, tu vois, un clown hyper difforme, voilà. Alors je comprends Adeline, petit aparté, pourquoi il t'a fait penser au clown dans ça. Oui et non. Pour moi, oui, il y a le fait que ce soit un clown, machin. Pour le reste, non. Pour moi, c'est complètement deux trucs différents. Et je pense pas clairement que Stephen King soit pompé là-dessus. Parce que pour moi, c'est totalement différent au niveau de l'histoire. Et hormis le fait que ça soit un clown, voilà. Bon, après, c'est pas le mec que j'aurais envie de rencontrer non plus, tu vois. De toute façon, j'aime pas les clowns. Hein, voilà. Merci Stephen King. Mais j'aime pas les clowns. Voilà, c'est dit. Euh, donc, ils y sont pour rien, hein. Mais, non. Bref, et donc du coup, il va falloir qu'il survive. Il va se retrouver, alors au milieu des mendiants, entre guillemets, hein, c'est un. Ils vont mendier, mais c'est pour pouvoir assurer leur subsistance. Voilà, hein, tout le monde n'est pas toujours très sympa, c'est un peu comme des gangs en fait, hein. Voilà. Bref, il va faire la connaissance de Jackie, enfin d'un autre mendiant qui va lui proposer une place au sein de, je sais pas comment il s'appelle, mais bref, un des patrons de gang, l'adversaire de Robin, quoi. Et donc finalement, il va décider de rester avec eux parce qu'ils sont quand même vachement plus sympas, enfin entre guillemets, hein, mais plus sympas que chez Orama quand même. Et voilà, il va faire la connaissance de Jackie. Voilà. Alors je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a plein de choses qui se passent, énormément, énormément, énormément. Et malgré le fait qu'il se passe plein de choses, je me suis retrouvée à un moment donné, passer la page 250, où j'étais moins dedans, je le reconnais, hein, clairement. Donc c'est une lecture qui est assez exigeante, hein. Si vous n'avez pas la tête à ça, vous allez piger que dalle, clairement. Et il y a eu des moments où c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, j'essayais de me concentrer, j'avais pas la tête à ça, et je me retrouvais 20 pages plus loin en me disant putain, il s'est passé quoi en fait. Voilà, et tu reprends, et ça me saoulait, hein, clairement. Donc il y avait des moments, tant pis, hein, j'ai dû louper des trucs. Mais à un moment donné, entre la page 250 et la page 310-320, il se retrouve au milieu de la confrérie de Dante. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a tout un culte autour de l'Égypte, tout ça. Il y a des personnes qui veulent, entre guillemets, faire exploser l'Angleterre, faire exploser, que ça devienne une puissance égyptienne. Enfin, en gros, tout ça. Ils veulent faire la même chose avec la France après. Parce qu'on parle beaucoup de Napoléon aussi, enfin, beaucoup, entre guillemets, mais on parle pas mal des troupes de Napoléon qui pourraient détruire l'Angleterre, ce qui arrangerait les gens qui vouent un culte aux Égyptiens, enfin voilà, aux dieux égyptiens. Bref, voilà. Je sais que c'est un petit peu méli-mélo, mais c'est compliqué à comprendre. Faut vraiment être dedans. Et moi, je vous dis, j'ai eu une 60-70 pages où j'ai été là, j'ai vraiment eu envie d'abandonner, clairement. Pendant cette partie-là, alors il se passe plein de trucs pourtant, il y a des combats, il y a des machins, mais ça m'intéressait plus. Parce que moi j'avais envie de revenir, hein, puisque là, pendant que ça se passe là, on est en 1684, je crois. Et, et moi j'avais envie de retourner en 1810 parce que j'avais envie de savoir ce qui se passait, en fait, là-bas, hein, pendant cette période-là. Et donc, une fois qu'on était reparti en 1810, et ben là, j'ai retrouvé le goût à relire et à avoir envie de savoir ce qui se passait. Parce qu'en fait, il est très bien, mais je vous dis, j'ai eu ce laps de temps, moi, où c'était clairement pas le moment où il fallait que je lise ça. Mais je me suis acharnée quand même, et j'aurais pas dû. Voilà, je pense que c'est ça qui a pêché, c'est le fait que j'étais pas concentrée, j'étais fatiguée, et du coup, voilà, c'est ce creux de quasiment une centaine de pages où j'ai failli abandonner. Heureusement, j'ai persévéré puisque j'ai beaucoup aimé la suite, en fait, du roman. Donc pour moi c'est mitigé, je pense dû à ma fatigue, je pense aussi dû à l'exigence du bouquin où il faut vraiment vraiment être dedans. Limite j'aurais dû lire ça, clairement, pendant les vacances quand je n'avais aucun enfant. Voilà, parce que là clairement j'aurais pu être dedans et tout. Voilà, mais bon, ça reste une bonne lecture, franchement je peux que vous le conseiller. Je vous dis, je pense que vraiment ça tenait à moi.
ce moment où ça m'a gavé. Hein, mais j'ai bien fait de persévérer parce que j'aurais été très déçue de ne pas avoir la fin. Voilà, clairement. Ensuite, bah, je vais beaucoup lire. Hein. J'ai eu le temps de terminer Les Voix d'Anubis et pourtant, hein, j'ai lu bah, hier soir. J'ai lu Jefferson. Voilà, donc de Jean-Claude Monleva. C'est chez Folio Junior et j'ai adoré ma lecture. Mais vraiment. Donc on suit Jefferson, qui est un petit hérisson, enfin petit, qui est un hérisson, qui va se faire couper la houppette chez le monsieur Edgar, donc le patron du salon définitif, où il y a Carole Blaireau, hein, qui plaît, enfin la nièce de Edgar, et qui plaît beaucoup à Jefferson. Hein. Et donc quand il va frapper, personne va répondre, sauf qu'en fait il va voir une chèvre endormie sous le casque là, voilà. Donc il va se dire bah, c'est bizarre quand même, ça répond pas, la porte est fermée, donc il n'arrive pas à... Mais il se dit oh, c'est quand même bizarre que ça réponde pas, enfin voilà. Donc il va passer par derrière par la fenêtre. Et là il va découvrir le corps de Monsieur Edgar avec un ciseau dans le torse. Donc bah, ce pauvre Monsieur Edgar il est mort. Mais le truc que n'aurait pas dû faire Jefferson, hein, bah, il va retirer le ciseau en se disant mais peut-être que il lui est arrivé quelque chose, je peux encore le sauver, ou voilà. Enfin, il se doute qu'il est mort, mais il se dit je vais peut-être réussir à le sauver si j'enlève ça, enfin bref. Et donc la chèvre va se réveiller à ce moment-là, et bien évidemment, ben, elle va penser que c'est lui qui l'a tué. Donc, pris de panique parce qu'elle va hurler tout ça, Jefferson va s'enfuir, voilà. Et il va mener l'enquête avec son ami Gilbert, donc le cochon, pour découvrir pourquoi on a tué Monsieur Blaireau. Voilà. Donc, on va repartir dans la grande ville, aux côtés des humains et tout ça, pour découvrir la vérité, puisque les personnages, donc les animaux dans cette histoire, parlent avec les humains, interagissent avec eux, enfin voilà, c'est comme des humains, mais en miniature, enfin en animaux. Et il y a aussi donc les humains, les animaux comme eux, les animaux de compagnie qui ont une place inférieure, puisque ce sont les animaux de compagnie, donc les chiens, les chats, les hamsters, ce que vous voulez, mais qui ont leur place d'animaux, vraiment, pour le coup. Et vous avez les animaux ben, d'élevage qui sont destinés à ce qu'on mange. Sauf qu'ils vont découvrir comment sont traités les animaux que l'on mange. Hein, ça dénonce clairement la façon dont sont traitées les bêtes quand elles sont emmenées à l'abattoir par certains groupes, par certaines personnes, où elles sont dans des conditions épouvantables, où on n'en a rien à faire de ces pauvres bêtes, alors que, voilà, enfin, clairement, ça m'a dégoûté de manger de la viande. Là, j'ai pas envie. Voilà. Ça dénonce plein de choses, la façon dont... parce que là, les animaux tels qu'ils sont traités, il y a toujours cette espèce d'humour où tu vas parler d'eux, mais comme s'ils n'étaient pas grand-chose, quoi, tu vois. Enfin, ça dénonce aussi le racisme, ça dénonce plein de choses. Et en un livre qui fait un tout petit peu plus de 200 pages, j'ai trouvé qu'il y avait plein de beaux messages qui étaient passés. Et franchement, j'ai adoré cette histoire, mais pour les enfants, mais c'est juste génialissime, quoi. Je comprends vraiment qu'il ait eu un tel engouement, parce que quand il est sorti, c'est vrai il y a eu beaucoup de gens qui l'ont lu. Et moi, ça faisait longtemps qu'il me donnait envie, et le fait de le revoir l'autre jour bah, sur le rayon, mis en évidence au rayon poche, ben voilà, un banco, c'était pour moi, et j'ai adoré cette histoire, et donc du coup, j'ai très envie de me procurer Jefferson fait de son mieux. Voilà, la suite. Parce que clairement, enfin, voilà, c'est juste génialissime, et je vais avoir très hâte de le faire lire à ma fille quand elle aura l'âge. Voilà. Pour l'instant, elle est encore un petit peu petite. Hein. Voilà. Elle va prendre 8 ans. Il y a des messages qui sont très beaux, mais je pense qu'il faut lui laisser encore un tout petit peu d'innocence là-dessus. Voilà. Et donc, du coup, ben maintenant, j'ai entamé. Bon, j'en suis vraiment au tout début. Hein. La fille qui avait bu la lune, oui, c'est ça, de Kelly Barnhill. Donc, on est ici avec Xan, une sorcière, qui retrouve une enfant. Alors tous les ans, il y a un enfant qui est déposé dans la forêt par le protectorat. Donc en fait, en gros, c'est pour faire peur aux habitants, hein, faire croire qu'il y a une sorcière, et que si on livre pas un enfant, la sorcière va déchaîner sa malédiction sur la ville, enfin sur le protectorat quoi.
Et donc du coup, elle, la sorcière, pense que les gens abandonnent un enfant, enfin voilà, mais pas pour d'autres raisons, hein. Elle pense vraiment qu'ils abandonnent un enfant parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'élever ou pour d'autres raisons, hein. Voilà. Et elle va commencer à s'attacher à cette petite fille. Moi, j'en suis juste là. Donc il y a le petit dragon. On évoque enfin, vaguement le petit dragon. Il y a un monstre des marais qui s'appelle Glurk, un truc comme ça. Voilà, qui veille sur le petit dragonneau, qui est ami avec la sorcière. Voilà, c'est une gentille sorcière, hein, je le précise parce que voilà, puisque d'habitude, quand elle trouve les enfants, tous les ans à la même date, elle les ramène donc de l'autre côté de la forêt, où là, il y a des familles qui adoptent ces enfants et qui leur font vivre une très belle vie, hein, clairement. On est très loin de la sorcière qui le prend pour manger, et voilà. Donc pour l'instant, j'en suis là, et j'aime beaucoup ce que je lis, donc voilà. Donc je vous en donnerai des nouvelles plus tard. Mais clairement, voilà, j'ai fait des très bonnes lectures. Alors je vous dis, Les Voix d'Anubis, il est très bien. C'est juste moi qui n'étais pas concentrée dedans. C'est dommage. Mais du coup, non, il est vraiment, vraiment très bien. J'ai l'air fatiguée, je suis fatiguée. C'est ce que j'ai extrêmement mal au dos. Donc je dors très mal. Dans la journée, j'ai très mal. Vendredi soir, j'en ai même pleuré au boulot, c'est pour vous dire. Ça m'arrive rarement, vraiment, de le montrer. Mais là, vraiment, j'en pouvais plus. Ah, puis le problème, c'est que mes responsables me servaient depuis un moment, vous voyez bien que je peinais de plus en plus, et puis à un moment donné, elles ont tourné la tête, enfin j'ai tourné la tête et Jojo me dit non là ça va pas. Et en fait j'ai commencé à pleurer parce que vraiment ça n'allait pas quoi. Et vraiment c'est quand je suis à bout, hein, que j'ai vraiment trop mal quoi. Mais bon c'est pas grave, on va faire avec, de toute façon j'ai l'habitude de mon dos. Donc voilà. Bref, j'ai encore blablaté. Encore blablaté. Je crois que j'ai encore blablaté, il me semble. Voilà, comme d'habitude. Bah, écoutez, en attendant, je vous fais de gros bisous. Je pense que je vais clôturer le vlog ici, comme ça j'entame sur la prochaine semaine. J'ai déjà fait pas mal de lectures, donc vous avez un petit peu de quoi vous mettre sous la dent. Je n'ai pas grand chose de plus à vous dire, hein. Non, la vie de tous les jours quoi. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.